Bonjour à tous. Donc Frédéric Petit, je suis directeur du business développement chez Siemens Gamesa. Donc il y a eu un petit jingle, donc les voisins ont dû l'entendre toute la journée. Donc merci aux courageux qui ont résisté à l'appel de la bière ou autre boisson pour venir à 17 h quand même et entendre parler de recyclage. Et est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Et ben c'est parti pour 20 minutes. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Donc le principe de conception au niveau de nos éoliennes intègre dès le début, donc aussi bien depuis les matériaux que l'on extrait, que pour la partie fabrication, donc les émissions de CO2 dont on a besoin. Également, on regarde la partie installation, une fois qu'on a installé, une fois qu'on a mis en production, et toutes les opérations de maintenance jusqu'à la fin de vie, donc pour le démantèlement des éoliennes. Donc c'est quelque chose vraiment qu'on intègre dans un cycle complet dès qu'on a des nouvelles éoliennes ou des nouveaux matériaux qu'on met en œuvre. Donc ça fait partie, je dirais, de l'ADN de nos produits, puisque nos clients sont évidemment très consciencieux sur l'environnement, l'impact. Et ben, nous aussi, en tant que fournisseurs, on doit amener la même contribution sur l'ensemble des volets. Donc, juste un rappel sur les bénéfices de l'éolien en mer et de l'éolien tout court. Donc, c'est que ça permet en fin de compte d'avoir très peu d'impact en termes d'émissions de CO2. Donc, on est à peu près sur l'éolienne 6 à 10 grammes du kilowattheure, à comparer à peu près 475. Alors ici, on parle des niveaux moyens de production en Europe, pas en France, mais c'est à peu près le niveau moyen sur les moyens de production mobilisables. Quand une centrale thermique charbon, on est plutôt sur pratiquement 900 grammes du kilowattheure. Donc vous avez également une décomposition entre la partie tour qui va peser 20%, le hub, les pales 13%, la génératrice, et puis la partie fondation 37%, et puis sous-station. Donc ça donne une décomposition en fin de compte des différents contributeurs, et chacun doit contribuer à cette réduction d'émissions de CO2. Donc pour ça, on a une initiative qu'on a lancée il y a quelque temps, donc ce qu'on appelle les Green Towers, les tours vertes, en fin de compte, parce que sur l'éolienne en particulier, la tour en elle-même représente à peu près un tiers des émissions de CO2. Et là-dessus, il y a des moyens pour réduire les émissions de la tour. On viendra un petit peu dessus après. Et donc c'est quelque chose qu'on regarde parce que notre ambition, c'est horizon 2040, donc d'être neutre en carbone, donc aussi bien sur scope 1, 2 et 3. Donc ça passe forcément par les Green Towers. Et pour passer par les Green Towers, eh bien, il y a un processus de qualification. Donc aujourd'hui, on a déjà un fournisseur qui est référencé, qui est en capacité de livrer ces Green Towers. On en a un deuxième acteur qui est en cours de référencement. Dans le cadre des échanges NZIA, ce sont évidemment 2 fournisseurs européens qui sont très actifs. Et l'intérêt de cette solution, c'est que ça permet en fin de compte de réduire les émissions donc, par tonne d'acier à 0,7 tonnes de CO2. Donc on réduit de 2 tiers les émissions, c'est-à-dire que les émissions avec une production classique par blast furnace, on est à 2 tonnes, pratiquement 2 tonnes d'émissions de CO2. Là, on passe à 0,7. Alors, une des solutions, on laisse évidemment le fournisseur de l'acier libre, mais c'est passer par un four électrique. Donc un four électrique, vous allez me dire, est-ce que c'est nouveau? Alors, je ne vais pas vous dire que c'est nouveau. Les fours électriques, ça existe depuis 1879. Le premier brevet déposé par un certain Wilhelm Siemens. Toute similitude avec notre société n'aurait rien à voir, évidemment, et n'est que pure coïncidence. Voilà, donc c'est un petit topo sur ces Green Towers qui vont, on n'en doute pas, se déployer de plus en plus en Europe.
L'autre partie, c'est la partie pales recyclables, parce que on a tous vu les opposants qui s'engouffrent dès qu'on voit des images. Alors, je pense qu'ils viennent des États-Unis. On voit des cimetières de pales enfouies, donc c'est vraiment un désastre pour la filière. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'inscrit en faux. C'est-à-dire que c'est très bien quand le législateur, ça tombe bien, il est là en plus, est très précis et en fin de compte dit que qu'il faut interdire ce type de pratique, hein, parce que s'il y a une ouverture, forcément, si ça coûte moins cher, certains peuvent être tentés. Donc nous, on est, tout comme Win Europe, en faveur du bannissement. Aujourd'hui, les pales, ou plutôt hier, et après on viendra aujourd'hui, mais hier, on ne savait pas recycler les pales en dehors de faire une valorisation thermique. Hein. Donc c'est les broyer et puis les passer dans des fours pour des cimenteries. Donc c'est mieux que rien, mais c'est quand même pas satisfaisant. Donc pour ça, on a pensé à pouvoir proposer à nos clients des pales recyclables. Et donc c'est une idée qui est venue dès 2018, notamment parce que on a, avec nos fournisseurs de résine, il y en a un qui nous a dit moi je suis capable de mettre une nouvelle résine au point qui va permettre, en fin de compte, de séparer la fibre de verre de la résine en fin de vie. Et ça, cette problématique, c'est pas que l'éolien qui est concerné, parce que ces matériaux-là, il y en a dans les coffres d'avion, il y en a dans les tableaux de bord des voitures, il y en a dans les coques de bateaux, il y en a dans les piscines, enfin bref. Et l'éolien, c'est la première filière qui a réussi à recycler ce type de matériaux. Donc collectivement, on peut en être fier. Maintenant, il faut aussi que les autres filières s'engouffrent dans cette solution. Et c'est passé par des tests. Donc forcément, donc on a testé la solution et les premières productions ont eu lieu en 2021. Et donc aujourd'hui, donc il y a plus de 100 pales de ce type qui ont été produites, donc y compris en France, à l'usine du Havre, hein, parce qu'un de nos clients, donc pour ne pas le nommer, EDF, pour le pale de Courseulles-sur-Mer, nous a demandé de produire donc 30 pales de pales recyclables. Alors même d'ailleurs, s'il n'y avait pas d'imposition dans le cahier des charges, voilà, à leur initiative. Donc ça permet justement aussi de préparer le terrain, puisque maintenant, comme vous le savez, c'est une demande dans le cahier des charges. Et donc c'est une très bonne chose pour aller vers quelque chose de plus vertueux. Donc est-ce que ça change? Parce que forcément, si on a une pale recyclable, est-ce que ça altère les caractéristiques techniques? Donc la réponse est non, il n'y a aucun impact sur la pale, ses caractéristiques techniques. Non plus, il n'y a pas d'impact sur sa durée de vie. Alors après, c'est ce que vous me demandez, et je préfère dire ça des fois qu'on est des gens de l'usine du Havre qui soient sur le salon. Est-ce que c'est aussi simple à produire? Non, ça prend un petit peu plus de temps. Alors aussi, quand on fait 30 pales, je dirais on est moins rodé que quand on en fait 400. Hein, c'est évident, mais voilà. Mais c'est quelque chose qui est maîtrisé et la solution, en fin de compte, revient en fin de vie. On vient découper la pale et la tremper dans un bain légèrement acide, chauffé à 70 degrés à peu près, et on vient reséparer la fibre de verre de la résine. Alors, comme on est ici avec des puristes, est-ce que ça permet d'avoir une pale recyclable à 100%? Alors, dans 100%, il y a 100. Donc, si je vous dis oui, ça veut dire que je sais tout recycler. Donc, aujourd'hui, on est à 98,5%. D'ici 2030, l'ambition, c'est d'être à 100%. Et pour être à 100%, le bord d'attaque des pales, par exemple, il y a une bande en polyuréthane pour la rendre indestructible, en tous les cas, aux impacts de gouttes d'eau. Donc, si je vous dis oui, il faut que je sache recycler cette bande en polyuréthane. Donc, on y travaille. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si je vous dis 100%, il y a aussi, par exemple, la peinture. Les pales sont peintes. Si c'est recyclable, il faut que la peinture aussi, je sache la recycler. Voilà. Donc, c'est 1,5% qui vont faire les derniers bouts du chemin. Mais il faut quand même se réjouir d'en avoir déjà 98,5%. C'est quand même le gros de l'effort est là et a été fait. Voilà, donc voilà les différentes étapes. Est-ce que Siemens Gamesa s'en occupera en fin de vie? Alors déjà, on n'est plus propriétaire des éoliennes, hein, puisque c'est nos clients qui les ont achetées. Donc voilà. Mais la solution technique est là. Est-ce qu'on le mettra en œuvre? Certainement, il y aura des acteurs qui le font mieux que nous,
de manière plus professionnelle et aussi dont c'est le métier. Ça tombe bien, en France, il y a pas mal d'acteurs qui sont très actifs sur ces solutions-là. Donc, ils sauront le faire. On n'en doute pas. En tous les cas, la solution technique est là et n'est pas, on va dire, d'une complexité immense. Voilà, donc le rappel des avantages de cette solution. Et voilà, c'est l'intérêt, c'est évidemment dans le cadre de la promotion de l'éolien. Et ça fait, on va dire, un des points que nos détracteurs utilisaient de moins. Donc il va falloir qu'ils trouvent autre chose. Avant, ils essayaient le coût. Maintenant, on a gagné la bataille de la compétitivité. Donc il n'y a plus le coût. Donc maintenant, ils sont imaginatifs, ils vont trouver. En tous les cas, les pales recyclables, on peut dire que c'est fait. Est-ce qu'on s'arrête là? Non. Est-ce qu'on s'arrête là? Non, parce que évidemment, on pense aussi à toute la base installée où il n'y a pas ces pales recyclables. Donc, on a une autre initiative pour pouvoir recycler des pales classiques, standards. Donc, c'est une initiative collaborative. Donc, ça s'appelle Decomblade. Je pense que les présentations seront partagées après. Donc, je vous ai mis le lien. Donc, il y a différents acteurs. Alors, on va dire qu'il y a quand même peut-être pas mal de Danois, parce qu'il y a Vestas, il y a DTU, enfin voilà. Mais c'est une initiative dont le but est de pouvoir réutiliser les fibres directement de pales existantes et en intégrant pour partie. Donc, on n'est pas sur du 100%, on est plutôt... on ne va pas dire pas des zones homéopathiques, mais on n'est quand même pas sur des grosses quantités, mais intégrer une partie des fibres de pales existantes pour produire des nouvelles pales. Normalement, il y a une vidéo, mais est-ce que... voilà, une vidéo qui doit se lancer en même temps, donc qui va permettre en fin de compte d'intégrer dans des nouvelles pales. Donc, c'est plus qu'un concept, puisque pour un parc à Taïwan, un parc d'Ørsted, donc on a déjà en fin de compte produit des pales de ce type-là, donc pour Grete Ganchua. Voilà, donc elles sont produites et maintenant installées en mer. Donc voilà, on continue à travailler sur la base installée pour continuer à trouver des solutions pour le recyclage. Et c'est valable aussi bien pour l'éolien en mer que l'éolien terrestre. Un autre aspect qui, de temps en temps, intéresse la filière, c'est les aimants permanents. Donc, en ce moment, sujet dont on parle beaucoup, les aimants permanents. Et également la partie recyclage. Donc, historiquement, les aimants permanents que Siemens Gamesa mettait en œuvre, il y avait deux terres rares, donc des terres rares lourdes, en l'occurrence du dysprosium ou du terbium, et puis également des terres rares légères, donc néodymium et praséodymium. Donc, sachant que les aimants permanents sur la génératrice représentent un peu plus de 30% du poids. Les terres rares lourdes également ont des traitements, on va dire, plus importants pour la séparation et la production des aimants. On sont également plus émetteurs de CO2. Donc on a travaillé depuis l'origine sur réussir à s'affranchir des terres rares lourdes. Et aujourd'hui, c'est le cas. Voilà, les nouveaux aimants permanents qu'on produit se sont complètement affranchis des terres rares lourdes. Et donc, on les a complètement éliminés. Et donc, ça permet également donc, de faire baisser nos émissions de CO2. Et donc, donc, par turbine, c'est 30 tonnes d'équivalent CO2 d'amélioration. Donc, c'est une bonne chose. En plus, en ce moment, pour ceux qui suivent l'actualité avec les tarifs douaniers imposés par un certain président aux États-Unis, si vous regardez, il se trouve aussi que dans les mesures peut-être moins publiques, mais il a dit que les terres rares, la Chine maintenant met un export control pour les terres rares. Alors quand vous lisez le texte, vous verrez que c'est que les terres rares lourdes qui aujourd'hui font partie de cette restriction, donc il n'y a pas d'impact. Bon, en même temps, avec entre terres rares lourdes et terres légères, il faut quand même qu'on soit vigilant, et donc il y a une urgence à continuer à travailler, à trouver d'autres fournisseurs qu'en Chine pour la production d'aimants permanents.
C'est quelque chose qu'on fait depuis quelque temps et on va continuer à le faire pour trouver des fournisseurs en dehors de la Chine, puisque il y a quelques années, peut-être, parce qu'il y a 30 ans, 35 ans, on faisait des aimants permanents en Europe, en France. Il y avait des impacts environnementaux. Peut-être qu'on a préféré fermer les yeux et l'envoyer ailleurs, mais aujourd'hui, je crois qu'on est tous aussi à en voir les limites. Donc, c'est important de reprendre la souveraineté industrielle et énergétique sur ce composant, qui est non seulement clé pour les éoliennes, mais également clé pour les véhicules électriques. Donc, dans la guerre commerciale en cours, voilà, donc, faisons en sorte de reprendre notre indépendance et notre autonomie. L'autre bonne nouvelle, c'est est-ce qu'on sait déjà recycler, puisqu'on a des éoliennes de 6 MW, c'est-à-dire quand on avait installé, on était passé de la 3.6 à la 6 MW, on était peut-être moins dans une évolution et plus dans une révolution, puisque c'était technologie en traitement direct. Donc on avait pris plus de précautions. Donc on avait installé plus d'une dizaine de prototypes, y compris onshore, qui aujourd'hui ne servent plus à rien. Donc on a récupéré ces aimants et donc on a réussi à les réutiliser pour refaire des nouveaux aimants. Donc on sait recycler. Est-ce qu'on sait recycler de manière optimisée des aimants? Aujourd'hui, non, probablement pas, mais on y travaille en fin de compte pour amener les technologies. Et certainement, ce sera comme pour la partie recyclage de fibres de verre. Une fois qu'on aura une technologie maîtrisée, on ne doute pas qu'il y aura des acteurs qui sauront le faire et l'industrialiser encore plus que nous, puisque on est d'abord, nous, fabricants de turbines, on n'est pas recycleurs d'aimants. Voilà. Et pour ça, on a des échanges avec pas mal d'acteurs en Europe, y compris en France. Voilà, donc vous avez dû suivre l'actualité avec les gens de Solvay qui se relancent. Enfin, voilà, donc on suit l'ensemble des acteurs pour continuer à travailler ensemble sur ces solutions pour venir recycler les aimants permanents et également à continuer à améliorer la technologie. Voilà, donc j'en ai terminé avec la présentation. Donc je ne sais pas s'il y a des questions discrètes ou indiscrètes. Peut-être que vous l'avez mentionné, mais les pales que vous recyclez, elles ont la même espérance de vie que les pales d'origine Donc les pales classiques, on va dire, sont conçues pour une durée de vie de 25 ans. Donc évidemment, si j'étais client, j'attendrais qu'on me propose des pales avec la même durée de vie. Et, je crois qu'on peut confirmer que c'est la même chose. Voilà. Donc effectivement, c'est la même durée de vie pour 25 ans. Donc il n'y a rien qui change. On ne peut pas améliorer le produit et en même temps en dégrader certaines caractéristiques. Ce n'est pas l'approche. Yeah.